Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Je vais vous parler aujourd'hui des alcaloïdes métaboliques. C'est un cours de physiopathologie destiné aux résidents de néphrologie de deuxième année. Comme vous savez, l'alcalose est définie par un pH supérieur à 7,42 et des réserves alcalines supérieures à 27 mmol par litre. Donc le pH, je vous le rappelle encore une fois, c'est les bicarbonates divisés par la PaCO2. Donc, l'augmentation des bicarbonates va entraîner l'augmentation du pH. L'expression clinique est très variable. En fait, qu'est-ce qui va se passer sur le plan respiratoire? C'est que le poumon va essayer de compenser. Donc, pour compenser, garder un pH normal, il doit augmenter sa PaCO2, ce qui va faire une dépression respiratoire. On aura des troubles tensionnels et des troubles neurologiques qui vont aller jusqu'au coma, avec les troubles musculaires, ce qui est très spécifique à ce trouble-là, c'est la dépression respiratoire et les troubles neuromusculaires. En fait, c'est des douleurs musculaires, des faiblesses musculaires dues à la chute du calcium ionisé. Comme vous savez, les bicarbonates sont chargés négativement. Quand elles augmentent, elles vont attirer les cations, dont le calcium. Donc, il y aura une diminution du calcium libre, du calcium ionisé. Lorsqu'on est face à une alcalose métabolique, il faut évaluer le secteur extracellulaire. Si le secteur extracellulaire est plutôt vers la déshydratation, et si on doit faire un ionogramme urinaire, c'est très important. Et on va voir le chlore urinaire. S'il est bas ou normal, c'est-à-dire aux alentours de 15 mmol par litre, voire plus bas. Ici, il faut regarder le sodium urinaire. Il peut être bas comme il peut être élevé. Lorsque le sodium urinaire est bas, donc inférieur à 20 mmol par litre, alors j'insiste, c'est litre, c'est pas 24 heures. Donc 20 mmol par litre, ici, c'est une situation de contraction volumique. Ça veut dire que le patient a eu dans un passé assez récent des vomissements, des diarrhées, en tout cas une perte de liquide avec une déshydratation. Donc l'organisme va essayer de réabsorber au maximum le sodium, et comme on réabsorbe le sodium aussi dans le tube collecteur, dans la cellule principale, donc la réabsorption de sodium à ce niveau-là va être suivie d'une perte d'ion H+, et de potassium. Donc on aura une alcalose métabolique de contraction. Donc, quand on a le sodium urinaire élevé, supérieur à 20 mmol par litre, il faut faire le pH urinaire. Le pH urinaire, il peut être alcalin, c'est-à-dire supérieur à 6,5. Ici, c'est dans le cas de vomissement, d'aspiration gastrique en cours. C'est-à-dire, il est en train de vomir là maintenant. Donc, il perd des acides, il perd du chlore. Et pour compenser cette perte de chlore digestif, on doit retenir en fait des bicarbonates pour maintenir le trou anionique. Et en retenant les bicarbonates, on va avoir une alcalose métabolique avec une augmentation des bicarbonates filtrés, ce qui va entraîner un pH alcalin urinaire, c'est-à-dire un pH urinaire alcalin. Maintenant, si le pH urinaire est inférieur à 6,5, ça veut dire qu'il y a des médicaments chargés négativement. C'est-à-dire il y a une perte, il y a une filtration de médicaments chargés négativement. Donc ces médicaments chargés négativement, tels que certains antibiotiques, des corsets toniques par exemple, donc il y a un anion non réabsorbable, c'est-à-dire une molécule chargée négative qui n'est pas réabsorbable, elle reste dans les urines, que ce soit médicamenteux ou bien par les corsets toniques lors d'un jeûne prolongé ou d'un diabète déséquilibré. Et donc cette charge négative va augmenter l'expression d'ion H+ et de potassium, donc on aura une alcalose métabolique hypocalémiante. Maintenant, si le chlore urinaire est par contre élevé, supérieur à 15 mmol par litre, on va voir le sodium urinaire, on va le trouver généralement élevé aussi. Donc les deux sont élevés dans le même sens. Alors, c'est quoi les étiologies dans ce cas-là?
c'est soit une augmentation des liquides délivrés au néphron distal, donc tout problème de réabsorption du sodium, que ce soit au niveau de l'anse ascendante de l'anse de Henle, que ce soit diurétique ou bartère, ou bien un défaut de réabsorption au niveau de tube distal, que ce soit les diurétiques thiazidiques ou bien la maladie de Gitelman. Donc dans les deux cas, on aura une augmentation de liquide qui arrive au tube collecteur et par la suite une réabsorption excessive de sodium à ce niveau, donc élimination des ions H+ et de potassium. Donc on aura aussi une alcalose hypocalémiante. Voilà. Ici, je vous montre la branche ascendante de l'anse de Henle parce qu'il y a un détail, une étiologie qui pose souvent problème aux étudiants, c'est le déficit en magnésium. Le déficit de magnésium va entraîner un défaut de réabsorption du sodium au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. D'ailleurs, il fait partie aussi, l'hypomagnésémie fait partie aussi de l'expression clinique de la maladie de Bartter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le déficit en magnésium à lui seul peut entraîner une hypocalémie associée à une alcalose métabolique avec chlore et sodium élevés dans les urines et déshydratation, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, la maladie de Bartter, comme vous savez, c'est un défaut d'absorption de sodium avec multiples mutations possibles. On l'a vu dans le cours tubulopathie. Et maintenant, je vais vous parler du déficit de magnésium. Quand on a un déficit de magnésium, donc la fraction filtrée du magnésium est basse. Donc, normalement, le magnésium est absorbé essentiellement au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. Si le magnésium est bas, je vous rappelle que l'entrée du sodium dans le cotransport NaK2Cl- va entraîner une lumière négative, ce qui va entraîner le recyclage du potassium et ainsi de suite. La lumière devenant plus étive va entraîner l'absorption paracellulaire du calcium et du magnésium. Donc, lorsque on a un déficit de magnésium, il y aura très peu de magnésium dans les urines, parce que la fraction filtrée dépend de la concentration sanguine, n'est-ce pas? Donc, lorsque le sodium est absorbé à ce niveau-là, la voie s'ouvre pour l'absorption du calcium et du magnésium. Mais quand le magnésium est tout petit, très peu concentré, c'est le calcium qui va rentrer en masse. Et comme vous vous souvenez certainement, il y a des récepteurs basolatéraux, récepteurs sensibles à la concentration de calcium basolatérale. Donc ce calcium qui va rentrer, parce que de toute façon, il rentre parce qu'il y a la place, parce qu'il y a la route, et le magnésium est très faible, donc il va prendre une place plus grande que nécessaire. Et ces récepteurs sensibles au calcium, ils vont inhiber. Pour eux, il y a trop d'absorption, donc ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Ils vont inhiber la réabsorption de sodium dans l'espoir d'arrêter un peu la réabsorption du calcium. C'est ce qui se passe dans la maladie de Bartter, c'est ce qui se passe aussi lors des déficits en magnésium. Donc, dans les deux cas, on aura une diminution d'absorption du sodium à ce niveau, au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle, donc augmentation de liquide délivré au tube collecteur, d'où une alcalose, une hypocalémie. Deuxième possibilité, c'est toutes les hypercalcémies extraparathyroïdiennes. Donc ces hypercalcémies sont en fait secondaires à la lyse osseuse. Donc la sortie du calcium de l'os, que ce soit l'intoxication de vitamine D, que ce soit les granulomateuses, syndrome de Burnett, les syndromes de buveur de lait de vache, les lyses osseuses tumorales. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le calcium va sortir de l'os accompagné de bicarbonate. Et ces bicarbonates, ils vont être éliminés dans les urines. Donc, ils vont entraîner une alcalose métabolique, mais ils vont être éliminés dans les urines. Et ça va entraîner, en fait, ça s'entretient, en fait. Les bicarbonates chargés négativement vont se retrouver dans les urines, qui vont être chargés trop négativement. Donc, devinez quoi? Au niveau tube collecteur, ça va entretenir cette alcalose en éliminant les ions H+ au niveau du tube collecteur par une lumière trop négative, par cette concentration importante de bicarbonate dans les urines.
Maintenant, quand on évalue le secteur extracellulaire et on trouve une hydratation normale ou bien une hyperhydratation. Ici, la conduite à tenir va complètement changer. On va s'en balancer du ionogramme urinaire. Ici, c'est hormonal. Il faut doser la rénine et l'aldostérone. Si on trouve la rénine basse et l'aldostérone élevée, ici, c'est un hyperaldostéronisme primitif. Donc, tout ce qui est maladie de Cône, les hyperplasies, les cancers surrénales, il y a en tout cas une hyperproduction primitive d'aldostérone. Si on trouve rénine et aldostérone tous les deux élevés, ici c'est en fait tout hyperaldostéronisme secondaire, les sténoses de l'artère rénale, les tumeurs à rénine, etc. Si on trouve par contre une rénine et aldostérone basse, ici c'est l'hypercortisisme, c'est la maladie de Cushing. Comme vous savez, le cortisol a un effet, il mime l'aldostérone, il a un effet aldostérone-like. Donc, l'augmentation des corticoïdes vont diminuer le rénine et l'aldostérone en réponse adaptative. Donc, c'est toute la maladie de Cushing, prise de corticoïdes, traitement de corticoïdes, enzymatique surrénalien, etc., qui entraîne une augmentation des corticoïdes. Mais aussi, donc ici on va doser le cortisol. Maintenant, si on le trouve normal, c'est la maladie de Lidl. Souvenez-vous, cette tubulopathie, maladie de Lidl, où il y a une hyperactivation des canaux sodiques d'absorption au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Donc, ça va mimer en fait une action d'aldostérone. Donc, si on a tout ça, le syndrome de Lidl est fait par élimination de l'hypercortisisme ou bien un traitement corticoïde. À l'étranger, ils peuvent faire l'étude génétique, mais en Algérie, on va, comment vous dire, faire travailler les méninges et essayer de faire un diagnostic d'élimination. Le traitement de l'alcalose métabolique. Donc, si on a un état d'hydratation élevé, ici, on va essayer de compenser le potassium, parce que comme vous savez, c'est soit un hyperaldostéronisme primitif, soit hyperaldostéronisme secondaire, soit aldostérone-like en tout cas. Il y aura toujours une hypocalémie, donc il faut compenser les pertes en potassium. C'est symptomatique et ça peut aider quand même à régler le problème. Si on a une déshydratation, c'est simple, il faut rétablir l'hydratation. Donc ici, on parle de traitement symptomatique. En fait, le traitement de l'alcalose métabolique, c'est un traitement étiologique et symptomatique. Maintenant, si on n'arrive vraiment pas à corriger tout ça, après corriger toutes les causes, les vomissements, l'hypomagnésémie, etc., il nous reste et le traitement étiologique est un peu difficile. Ici, on peut utiliser des solutions acides telles que le NH4Cl ou HCl en IV, mais bon, c'est très rare qu'on arrive à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé cette alcalose métabolique, que je vous ai aidé à comprendre ce cours très intéressant. Je trouve la physiopathologie un domaine très amusant, très logique, facile à apprendre. Je vais essayer de vous transmettre tout ça à travers ces cours de physiopathologie. À la prochaine, Inch'Allah.